Qu'est-ce que l'amour parental? Naît-il du premier regard, de la première seconde sur terre? Est-il plus lent, plus patient, se développant comme une fleur au lendemain de l'hiver? Quelles sont les limites de l'amour d'un parent pour son enfant? Est-il plus haut que toutes les montagnes? Plus profond que le plus grand des océans? Plus grand que toutes les galaxies? Se développe-t-il dans toutes les conditions, dans tous les paysages? Reste-t-il calme au cœur des plus tumultueuses tempêtes? Reste-t-il au chaud dans le plus glacial blizzard? Reste-t-il intact dans le plus violent séisme? Quelle est la couleur de l'amour? Quelle est l'odeur de l'amour? Quelle est la mélodie de l'amour? Au final, toutes ces questions importent peu. L'amour est ce qu'il est et il ne demande rien. Qu'est-ce que l'amour parental? C'est une larme essuyée quand son nounours a un gros bobo. C'est une petite main qui cherche le réconfort. C'est une lente respiration blottie au creux de son cœur. C'est des yeux émerveillés aux histoires les plus banales. C'est ces secondes de bonheur éphémères qui resteront au fond de notre cœur à jamais. Ozagi-Dwap est une manga josei de Yumi Onita, publié dans Filiang de 2005 à 2011. Daikishi Gawashi, un célibataire endurci de 30 ans, se rend aux funérailles de son grand-père. Sur place, il apprend que ce même grand-père laisse dans le deuil une fille illégitime de 6 ans, Linkaga. Voyant que personne ne veut en prendre la garde, il décide de s'occuper de sa demi-tante. Mais Link n'est pas un petit chaton errant qu'on adopte, c'est une enfant complexe et renfermée. Daikishi devra apprendre à la dure la réalité de la paternité. Yumi Onita n'est pas nécessairement la mangaka la plus connue et célèbre, mais elle a su, en plus de 20 ans de carrière, se forger une œuvre intéressante, dont Ozagi-Dwap est le titre le plus notable. Native et toujours résidente de la région de Mie, située entre Nagoya et Kyoto, elle dévore enfant tout ce qui ne coûtait rien, les dessins animés à la télévision et le théâtre de rue. À la sortie de l'adolescence, elle complète des études comme styliste à l'université junior de Nagoya. Malgré un travail dans une agence publicitaire, sa véritable passion reste la manga. Elle obtient une première chance quand le magazine Young Animal publie son histoire Voice. Elle a produit depuis près de 2 titres par année, mais la grande majorité sont des one-shot. Seul Ozagi-Dwap, Yoke Kazoku, Sudateko et Parabara Days ont eu plus de 2 volumes. Unita a été largement influencé par le travail de Motoe Shinzawa, d'Akimi Yoshida et de Moshiro Oshisato,
pour développer son style graphique. En plus de son travail de mangaka, elle est très active comme illustratrice. Tout ce travail ne l'a pas empêchée de fonder une famille et de vivre heureuse avec son mari et leurs 2 enfants. C'est sa responsable éditoriale qui lui a suggéré de créer une série autour d'un homme qui élève seul une petite fille. Voulant s'éloigner des stéréotypes en gardant en tête le public cible de la revue, les jeunes adultes professionnels et les femmes au foyer, elle a construit cette histoire autour d'un vieux garçon à la fibre maternelle élevée et d'une petite fille mature et directe. Car c'est le thème central de la série. 2 solitudes qui se rencontrent, 2 êtres frustres, 2 êtres mal adaptés à la vie en société qui se croisent et s'apprivoisent. Daikishi est un homme au visage dur que les gens ont peur d'aborder et qui a une nature solitaire et casanière. Ling est une fillette qui a été élevée par un homme âgé solitaire qui a donc pris des habitudes de vieillard et est autonome. Les 2 ont pris l'habitude pour survivre de laisser leurs sentiments de côté pour la rationalité du quotidien. Mais ensemble, ils vont apprendre à assumer leur côté sensible jusqu'à une certaine limite. Malgré son côté dur, Daikishi reste un peu le modèle du mari parfait, autonome, sérieux, qui fait passer sa famille avant sa carrière, mais tout en ayant un emploi stable et solide, qui commet des erreurs, mais n'hésite pas à demander de l'aide et à apprendre, qui ne boit pas trop et s'intéresse plus à sa fille qu'aux autres femmes. Un homme raisonnable et posé. De la même façon, Ling est une enfant sérieuse, mature, autonome, raisonnable, qui reste une enfant, mais qui ne cause pas de problème. Les 2 personnages ont été construits et pensés pour plaire au public de femmes au foyer de Phil Young. Leur rappeler que même si leurs 35 ans approchent et qu'elles n'ont pas encore trouvé de mari, rien n'est perdu. Car la manga se fait écho à la mentalité japonaise qu'une femme sans mari et sans enfant passé ses 35 ans n'est pas une femme accomplie et a dû faire des mauvais choix dans sa vie. Une femme épanouie se doit d'avoir une famille et d'être mariée si elle ne veut pas vivre dans la honte. Cette idée est renforcée par les personnages de Yukari Nitani et de son fils Koki, qui sont les miroirs de Daikishi et Ling. Femme célibataire élevant seule son turbulent de fils, Yukari, même si elle est légèrement plus vieille que Daikishi, mène sa vie avec courage mais est incomplète. Ne pas avoir de mari lui pèse. Daikishi et elle entretiennent une relation tantôt platonique, tantôt amoureuse, mais sans jamais aller trop loin. Le fait qu'elle refuse d'épouser Daikishi, qui lui propose plus par désir d'une présence féminine pour Ling que par amour, pour finir par épouser à ses 40 ans un homme convenable, mais qu'on ne verra jamais, sert à mettre en évidence le sacrifice de Daikishi envers Ling. Il en va de même pour la relation entre Ling et Koki, qui s'aiment mais ne seront jamais ensemble pour mettre de l'avant l'amour qu'elle porte à son drôle de père. Si la série présente une galerie de personnages tous intéressants, c'est toujours pour mettre en évidence Ling et Daikishi,
Toute la série est une réflexion sur la monoparentalité, mais aussi sur les rapports entre les gens et les rapports entre les parents et leurs enfants. Au Japon, être parent est un devoir qui apporte une noblesse et un prestige. Mais rien dans le système social n'est fait pour favoriser les couples à avoir des enfants. Du moins, en dehors du modèle du père qui travaille et de la mère qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Or, ce modèle est de moins en moins viable dans le Japon moderne et vieillissant. Mais le gouvernement ne parvient pas à installer des initiatives et des programmes pour aider les familles monoparentales ou celles dans lesquelles les deux parents travaillent, et les entreprises ne sont pas intéressées à assouplir leur fonctionnement. S'attendre que tes employés multiplient les heures supplémentaires au nom de la sacro-sainte exigence de profit toujours plus haut ne permet pas d'élever une famille. Cela s'ajoute à la pression de l'opinion publique quand le lien entre un père et sa fille est complexe. Personne dans la famille de Daikishi ne voulait s'occuper de Ling car c'est une honte d'avoir une fille hors mariage d'une mère inconnue. Cela ferait trop de ragots dans le voisinage. Seul Daikishi voyait le bien-être de Ling avant sa réputation. Dès que l'on sort du modèle traditionnel de la famille composée d'un homme, d'une femme et d'un ou plusieurs enfants, c'est compliqué et suspect aux yeux de bien des Japonais. Yumi Onita ne s'y attarde pas et le dénonce que très sobrement, mais au moins elle adresse la situation. C'est un début. Justement, le style graphique d'Onita renforce ce côté intime, car les traits de ses personnages, tout comme la composition de ses cadres, se concentrent sur les protagonistes. Elle a un style épuré dans la continuité de ses inspirations. Un style épuré qui se concentre sur les humains, faisant des villes, des maisons et des arrière-plans de simples décors. Des décors familiers et répétitifs, des pièces de théâtre que sont leurs vies. Son parcours de styliste n'y est clairement pas étranger. Je ne l'ai pas mentionné, mais la série est essentiellement divisée en deux parties. L'enfance de Ling à 6 ans et un saut de 10 ans avec la fin de son adolescence. Et la première partie est clairement plus intéressante. Pas que ce qui se passe dans la deuxième partie manque d'intérêt, mais le personnage de Ling y est moins mignon et unique, étant devenue une adolescente ordinaire, bien qu'un peu rude. Outre sa vie d'adolescente, la série se concentre sur sa relation complexe avec Daikishi et Cookie, ainsi qu'avec l'ex-copine jalouse de Cookie. Ce qui se démarque peu de d'autres séries du même genre. Au moins, l'enfant austère avec un père désemparé que proposait la première partie apportait un vent frais et différent tout en restant touchant et sensible. Mais ça n'a pas empêché Usagi Drop de connaître un beau succès au sein de Phil-Yang, si bien que l'idée d'en faire un film n'a pas pris de temps à s'imposer. Pour les 4 personnes qui ont écouté mon vidéo sur mes mangas préférés, vous savez que Usagi Drop est une œuvre qui me tient à cœur et que j'ai grandement aimé. Le film ne m'inspirait rien de bon.
l'origine du projet est un peu floue, tellement il y a eu de producteurs et de compagnies de production liées à sa création. Mais essentiellement, à la fin des années 2000, les producteurs Kei Haruna, Yasushi Udagawa et Koji Yarukake, qui avaient tous déjà touché à l'adaptation de manga au cinéma, élaborent l'idée d'adapter Usagi Drop en film. Soutenu, entre autres, par la Tokai Television Broadcast Company ainsi que par Showgate, qui assurera la distribution, le début du tournage sera programmé pour juillet 2010 à Kawasaki, en banlieue de Tokyo. C'est à ce moment que Sabu est entré dans le portrait, soit pour le moins audacieux. Sabu a d'abord été connu comme comédien sous son vrai nom de Hiroyuki Tanaka, travaillant pour de grands réalisateurs comme Yoshimitsu Morita, Katsuhiro Otomo, Takashi Miike, Kiyoshi Kurosawa et un petit rôle dans Silence de Martin Scorsese. Très inspiré par le cinéma moderne du Japon et d'Europe, il s'intéresse dès 1996 à l'écriture et à la réalisation en autodidacte et en se reposant sur ses 10 ans comme comédien professionnel, devenant en l'espace de quelques films un des représentants du nouveau cinéma japonais des années 2000 par des films à l'atmosphère de comédie noire, énergique et moderne, explorant généralement dans ses films l'univers interloque des Yakuza et des marginaux de la société. Sans être le plus prestigieux des réalisateurs japonais de cette époque, il s'est forgé à travers plusieurs festivals de cinéma internationaux une belle réputation. C'est donc un choix particulier de lui confier l'écriture et la réalisation d'un film sur un célibataire endurci adoptant une petite fille. Sabu et le scénariste de métier Tamio Hayashi se sont donc pensés sur l'adaptation d'Usagi Drop. Si je n'ai trouvé aucune information sur leur motivation à travailler sur cette manga, ils ont confié trouver l'histoire un peu trop terre à terre et vouloir y insuffler plus de fantaisie. Nous y reviendrons. Donc, le film nous présente Takeshi Kawase, un célibataire de 27 ans qui se rend aux funérailles de son grand-père. Il apprendra sur place que ce dernier a eu une fille illégitime. Face à sa famille, qui se déresponsabilise de son sort, il décidera d'en prendre soin. Il va apprendre à la dure qu'élever un enfant est très complexe. Usagi Drop est un récit intimiste qui se déroule dans quelques lieux, ce qui se prête bien à un film dramatique de ce genre. Sabu est un bon réalisateur et il montre à plusieurs moments qu'il sait mettre en valeur le propos du film et le récit. La scène qui ouvre le film résume parfaitement le propos. Deux êtres solitaires qui sont rassemblés, en plus d'imposer le ton sans avoir besoin du moindre dialogue. Et cela s'applique à tout le film. Sabu et Hayashi ont compris le ton à la fois dramatique et comique de la manga. La place qu'elle faisait au quotidien
et au lien entre les ans. Les scènes sont bien rythmées, bien découpées, claires à comprendre, et durent le temps qu'elles doivent durer. Généralement, je ne m'arrêterai pas sur 5 membres de la distribution, mais dans l'ensemble, ils ont été bien choisis. Les 2 principaux interprètes, Kenichi Matsuyama et Mana Ashida, sont attachants et sincères dans leur rapport père-fille. Matsuyama avait déjà près de 10 ans de métier au moment du film et s'était fait connaître, entre autres, en interprétant elle dans la série des adaptations cinématographiques de Death Note ainsi que Masaru Kato dans Les Ganses. Son Daikishi est juste, même si peut-être un peu trop beau pour le rôle. Mais il rend bien son côté vieux garçon et son côté tendre. Mana Ashida, malgré ses 6 ans au moment du tournage, avait déjà été remarqué dans le téléfilm Mother et allait faire une apparition mémorable 2 ans plus tard dans Pacific Rim. Elle fait une ligne incroyablement mignonne et touchante, même si elle est plus une fillette timide et réservée qu'une enfant dure et renfermée comme dans la manga. Mais je soupçonne que c'est en raison de la direction d'acteur de Sabu, car Sabu a une approche particulière de la direction d'acteur et du jeu. C'est l'idée de faire passer du temps ensemble à Mana Ashida et Yukio Sato Kizukuki, supervisé par une assistante, pour qu'ils jouent et développent une réelle amitié, ainsi que de demander de passer du temps avec Ashida avant le tournage, aide au naturel, donner aux interprètes que leurs propres répliques pour que leur réaction soit spontanée est discutable. De façon générale, le niveau de jeu est juste, mais tombe par moments dans l'interprétation grossière et appuyée. Le meilleur exemple est le gag au début du film, comme quoi Daikishi ressemble à son grand-père. Dans la manga, c'est mentionné et s'en reste là. Dans le film, chaque personnage le souligne de façon hyper expressive et appuyée. Même pour du jeu japonais, ça manque de subtilité. Et si c'est un peu drôle la première fois, c'est lourd la 10e fois. Parlons de jeu, si Karina Nose et Ruiki Sato, qui jouent Yokari et son fils Koki, font leur possible, leur adaptation est de façon incompréhensiblement ratée. Koki est un jeune garçon turbulent et insolent qui fait écho au caractère dur de Lin. Seule elle est en mesure de le dominer. C'est un miroir pour Daikishi de ce que Lin ne doit pas devenir, mais il a aussi un rapport de fils avec lui. Yokari est le modèle de la femme professionnelle débordée et de la mère célibataire qui élève son fils du mieux qu'elle peut, sacrifiant sa vie intime pour son travail et son fils. C'est une alliée, une conseillère et un intérêt plus ou moins amoureux pour Daikishi. Dans le film, Koki devient un petit garçon ordinaire, sans personnalité propre, et Yokari, une mannequin qui certes élève son fils de son mieux, mais a un côté trop superficiel et élégant pour le rôle. Comme si le studio avait voulu booster la carrière de cette mannequin à la vie dans le cinéma. L'impact de leurs personnages sont grandement diminués, mais surtout, ils ne servent même pas l'histoire du film
de la bonne façon. Il pourrait être retiré du film sans que cela ne change rien à l'histoire. Alors que dans la manga, ils sont essentiels à l'histoire. Autre personnage dont le film passe totalement à côté, la mère biologique de Ling est profondément ratée. Jeune femme légèrement plus jeune que Daikishi, dans la manga, c'est une adulte immature et bornée qui a fait passer sa carrière de mangaka avant sa fille. Si on peut comprendre ses motivations professionnelles à agir ainsi, vu la pression qu'être une mère et une professionnelle imposent, son détachement émotionnel vis-à-vis Ling est difficilement pardonnable. Mais elle reste un vecteur de la pression que la société japonaise met sur les femmes à choisir entre leur carrière et leur famille. Sa froideur venant d'une protection qu'elle a dressée autour d'elle pour survivre dans sa profession, mais aussi face à son choix. À cela s'ajoute le mystère pendant plusieurs chapitres sur son identité et la raison de son abandon de Lee. Dans le film, c'est uniquement une femme plus timide qu'immature qui semble être plus motivée par un détachement de ses responsabilités que par un dilemme entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Certes, son rôle dans la manga est plus important une fois Ling devenue adolescente, mais son impact dans la partie enfant est néanmoins présent, même si le film ne se concentre que sur la partie enfant, elle aurait pu être plus développée. Si le film est bien rythmé, il aurait pu prendre plus son temps pour développer les rapports entre Daikishi et son entourage. Dans la manga, ses parents, même s'ils désapprouvent son choix, se montrent régulièrement comme un support important et sont d'une grande aide. Idem pour ses collègues de travail qui lui sont utiles au bon moment. Dans le film, tous ces personnages secondaires gravitent autour de Daikishi et sont interchangeables. Ils permettent à l'histoire d'avancer sans tisser de réels liens avec Daikishi ou Lin. Ils servent surtout, sans grande subtilité, à faire passer Daikishi pour un bon père en comparaison aux autres parents. Au lieu d'ajouter des scènes fantasmées de danse, Sabu aurait mieux fait d'ajouter des scènes qui construisent les rapports entre les personnages. Au moins, Sabu a bien rendu l'atmosphère du bureau et de l'entrepôt au travail d'Aikishi, ainsi que l'âme du quartier où il habite. Cette atmosphère de petit village au cœur d'une grande ville, même si son appartement moderne n'a pas le charme du vieil appartement où il résidait dans la manga et qui faisait écho à sa vie de vieux garçon. Lin et Daikishi sont deux vieilles âmes, deux êtres seuls qui se rencontrent et qui grandissent ensemble en apprenant l'un de l'autre. C'était la principale force de la manga. Cet élément n'est pas absent du film, mais a été nettement mis de côté. Tout cela fait du Ozaki Drop de Sabu un drame pour ménagère qui veut se divertir un jeudi après-midi pluvieux en écoutant la télévision. Une petite comédie dramatique sympathique et qui ne demande aucun effort à écouter. Autant le film
a de belles scènes réussies qui rendent justice à la profondeur du manga, autant d'autres sont conventionnels et sans éclat. Le contraste fait encore plus ressortir ces scènes non pas ratées, mais ternes, et fait regretter que Sabu et Hayashi ne soient pas allés plus loin. Ce qui nous amène à la fin du film, qui n'est pas celle de la manga. Et ici, ça va divulgacher. Ozaki Drop a obtenu une réputation controversée pour sa fin particulière. Rappel, dans les derniers chapitres, Lin réalise que si aucun garçon ne l'intéresse, si elle ne développe aucun sentiment amoureux pour ses amis et collègues masculins, c'est parce qu'elle est amoureuse de Daikishi. Elle lui avoue ses sentiments, ce à quoi Daikishi ne répond pas. C'est après qu'elle apprend que le grand-père de Daikishi n'est pas son père biologique. Elle n'a ainsi donc aucun lien de sang avec Daikishi, qu'un lien sentimental. Daikishi lui demande alors d'attendre 2 ans à ses 18 ans pour décider si oui ou non elle veut encore l'épouser. Les 2 ans passent et elle n'a pas changé d'idée, ce qui signifie qu'ils vont se marier. Ah, le Japon et son rapport à l'inceste. Évidemment, beaucoup de lecteurs, dont moi, n'ont pas compris le but de cette fin. Que Lin soit amoureuse de Daikishi, pourquoi pas? Mais c'était l'occasion pour Daikishi de lui expliquer qu'elle confond ses sentiments affectifs et l'image de figure paternelle qu'elle voit en lui pour de l'amour charnel. Même si le concept d'attirance physique est relatif au Japon, l'occasion d'explorer que si elle est mature et autonome, ça reste une enfant dans son cœur. Qu'une famille, c'est bien plus que juste un père et une mère biologiques. Mais non, le film ne se finit pas comme ça. Surtout parce que la manga n'était pas encore finie quand le film a été tourné. Sabu et Hayashi ont donc inventé une fin où Link et Cookie fuguent de leur jardin d'enfants pour retrouver la tombe de son père. Tombe que Link n'a jamais vue. Je comprends l'idée, mais ça fait une scène qui n'a jamais été préparée avant, puisque Link n'a jamais manifesté s'ennuyer de son père, qui n'est même pas bien construite, et introduit un homme qui les aide, et dont j'étais convaincu qu'il serait un pédophile. Mais non, on apprend après la scène, et là aussi sans introduction, que c'est le copain de la sœur de Daikishi, qu'on a vu une seule fois au début du film de dos. C'est une scène ajoutée artificiellement pour créer du drame gratuit et de l'action. C'est faible comme conclusion et ne rend pas hommage à un film qui, dans son ensemble, tente de raconter de façon cohérente et juste une belle histoire différente d'amour paternel. Sabu reste un réalisateur au style visuel affirmé qui jouit d'une réputation d'estime, mais qui n'est pas assez prestigieux pour imposer sa vision à un studio et ne pas faire ce qu'ils attendent de lui. Et c'est ce qui se dégage de son film. Le film s'en est bien sorti au box-office japonais et a connu une reconnaissance critique louable.
Ce succès d'estime a permis à une autre œuvre d'Onita d'être adaptée au film Tsukimasuki. Pour ceux qui seraient intéressés à l'histoire d'Ozagi Drop, mais qui n'aiment pas lire, la version animée, sortie en même temps que le film, rend parfaitement l'atmosphère de la manga. Qu'importe la forme qu'il prend et le chemin qu'il emprunte, l'amour entre un parent et son enfant est unique et puissant. Qu'il soit instantané ou qu'il naisse avec le temps, il reste authentique quoi qu'il arrive. Yomi Onita et Sabu le racontent à leur façon, avec leur vision personnelle de l'amour paternel, à chacun de décider quel angle il préfère. Arigato.